Si la sécurité semble progresser, pourquoi le Burkina Faso renouvelle-t-il l'état d'urgence? Cette question hante aujourd'hui des milliers de familles, oscillant entre espoir et inquiétude. Dans plusieurs provinces, les attaques diminuent visiblement. Des routes jusque-là désertes résonnent à nouveau sous les pas des voyageurs, les marchés reprennent des couleurs, et le rêve d'une vie paisible renaît. Pourtant, au cœur de ces signes encourageants, le gouvernement choisit de maintenir l'ordre de mobilisation générale et l'alerte nationale. Beaucoup s'interrogent, la menace ne s'éloigne-t-elle pas? Le danger n'est-il pas derrière nous? Ce choix n'est pas anodin. Faut-il continuer à vivre sur le qui-vive, à demander des sacrifices constants à une population déjà épuisée par des années de peur et de privation? Le risque est colossal. Baisser la garde, c'est risquer de voir ressurgir la violence et perdre en quelques jours les avancées chèrement acquises. C'est aussi mettre en péril l'unité, la dignité et l'avenir du pays. Beaucoup hésitent entre un soulagement fragile et la peur d'une rechute brutale. Car la paix au Burkina Faso reste suspendue à un fil, et la moindre erreur pourrait coûter des vies humaines et effacer des années de lutte. Mais pourquoi ce maintien de la mobilisation? Pour saisir l'enjeu, il faut plonger dans la réalité sécuritaire actuelle et comprendre ce que cache ce choix difficile. Derrière la décision du gouvernement, des menaces invisibles persistent. Pour les décrypter, il faut écouter ceux qui vivent la situation sur le terrain. Mobilisation générale, ultime bouclier ou fardeau de plus pour le Burkina Faso? Cette question fracture le pays et alimente l'inquiétude, du centre des villes jusqu'aux recoins les plus reculés. Après des années de violence impitoyable, le pays porte des cicatrices profondes. Aucun endroit n'a été épargné. Ni les carrefours animés, ni les villages isolés, ni même les routes jadis prospères. La peur s'est enracinée, durable et insidieuse. Certains signes d'espoir émergent. Par endroits, les attaques reculent. Des marchés rouvrent, la vie tente de reprendre, des familles regagnent leurs terres abandonnées. Mais la menace demeure, elle se déplace, change de visage, s'adapte sans cesse. Là où le calme renaît, l'ombre du danger plane encore, prête à fondre à la moindre faille. Prenons l'exemple du village de Djibo, dans la province du Soum. Pendant plus de 3 ans, ses habitants vivaient dans une terrée, les écoles étaient enfermées, les marchés à l'arrêt. Mais depuis quelques mois, de timides réouvertures s'observent. Les femmes osent ressortir, vendre leurs produits, les enfants regagnent les bancs serments d'école sous escorte. Pourtant, malgré ce souffle d'espoir, la présence de groupes armés n'est pas loin. Un convoi humanitaire a encore été attaqué récemment à quelques kilomètres de là. Alors pourquoi relancer la mobilisation générale alors que tant espèrent un retour à la normale? Avant tout, il s'agit d'une nécessité vitale, autant pratique que juridique. Le précédent ordre arrivait à expiration. Sans ce cadre, un vide légal risquait de paralyser la défense, exposant le pays à une insécurité imprévisible. La mobilisation générale confère à l'État des pouvoirs étendus. Elle permet de mobiliser rapidement les citoyens, d'allouer les ressources, de déployer les forces au plus près du danger et de contrôler les déplacements dans les zones à risque. Ce dispositif évite tout ralentissement ou blocage de la riposte contre les groupes armés. Historiquement, ce type de mobilisation a sauvé plus d'un pays. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni ont décrété la mobilisation générale pour faire face à la menace nazie. Plus récemment, le Mali voisin a lui aussi instauré une mobilisation d'urgence après des attaques majeures contre ses forces armées. Ces exemples montrent l'importance de ne pas relâcher l'effort collectif lorsque l'ennemi reste actif, même si la violence semble baisser temporairement. Sans cette organisation d'exception, la défense collective s'effriterait. Le danger serait immense, reperdre des territoires reconquis de haute lutte, offrir aux ennemis des occasions inattendues, réduire à néant des années de sacrifices et d'unité nationale. La mobilisation n'est donc ni un simple outil ni une formalité. C'est, dans les circonstances actuelles, la condition de la survie du pays tout entier. Pourtant, la nécessité n'efface pas la lassitude ni les doutes. Pourquoi ce choix, crucial pour l'État, provoque-t-il tant de débats, d'incompréhension et de tensions jusqu'au sein des familles ordinaires? Pour comprendre ces réactions contrastées, il faut plonger dans le quotidien de ceux qui vivent sous la mobilisation générale. Comment ce dispositif transforme-t-il la vie de tous les jours? Prenons le cas de Mariam, commerçante à Kaya. Depuis l'instauration de la mobilisation, elle doit franchir chaque matin 3 postes de contrôle pour se rendre à son étal. Son mari, volontaire pour la défense, n'a pas vu ses enfants depuis plusieurs semaines. Mariam avoue: nous comprenons la nécessité, mais la fatigue s'accumule et parfois on rêve juste de jours ordinaires. Peut-on vraiment croire à la paix lorsque l'adversaire se fait silencieux?
Au Burkina Faso, la menace semble parfois s'effacer, mais elle ne disparaît jamais. L'incertitude s'installe dans chaque foyer, car l'ennemi demeure invisible, prêt à frapper quand on s'y attend le moins. Les groupes armés agissent comme une rivière souterraine. Insaisissables, ils se déplacent d'une région à l'autre, franchissant sans effort les frontières du Sahel. Dès que les forces de sécurité renforcent un secteur, les assaillants surgissent ailleurs, exploitant la moindre faille. Cette mobilité constante rend la menace plus diffuse, mais non moins dangereuse. En février 2023, par exemple, alors que la province du Yatenga célébrait une baisse des attaques, une embuscade meurtrière a frappé le convoi d'une ONG internationale sur une route jugée sûre. L'effet de surprise a rappelé à tous combien la situation restait fragile et combien les groupes armés savent adapter leur stratégie. Certes, dans plusieurs zones, on observe une baisse des attaques, mais ce répit apparent cache une réalité plus sournoise. Moins de violence ne signifie pas la fin du danger. Les groupes ennemis adaptent leurs méthodes, se fondent dans la population, lancent des embuscades ciblées. Une période calme aujourd'hui peut précéder un retour brutal des hostilités. L'histoire récente du Burkina Faso fourmille d'exemples douloureux. En 2018, l'accalmie dans la région de l'Est a duré à peine 3 mois avant une série d'attaques coordonnées sur des postes de police et des écoles. Les villages avaient recommencé à vivre, mais tout s'est effondré en une semaine, forçant des milliers de personnes à fuir. Ce climat d'accalmie trompeur peut pousser à l'erreur fatale, croire que la bataille est gagnée, baisser la garde, offrir aux groupes armés l'occasion de se réorganiser. L'histoire récente du pays l'enseigne durement. Chaque relâchement a entraîné une flambée de violence, anéantissant des années de sacrifices et de reconstruction. La fragilité du contexte régional complique encore la donne. Le Sahel demeure une poudrière, l'instabilité du Mali ou du Niger déborde aisément sur le Burkina Faso. Les frontières restent ouvertes au trafic, aux combattants, et une crise chez le voisin peut raviver en quelques semaines des tensions éteintes depuis des mois. En avril 2023, la chute du gouvernement nigérien a immédiatement provoqué une recrudescence des incursions armées dans la zone frontalière de Kantchari. Les populations qui avaient à peine commencé à reconstruire leurs maisons ont de nouveau dû se réfugier dans des camps improvisés. À cela s'ajoute le retrait progressif des forces internationales. Désormais, le Burkina Faso doit assumer seul sa sécurité, un défi immense pour les autorités et pour chaque citoyen. Tenir la ligne face à une menace mouvante exige une vigilance constante et un engagement collectif. Le prix d'une confiance prématurée est lourd, des familles déracinées, des villages vidés, des années de progrès balayées, la confiance envers l'État affaiblie. Ici, la vigilance n'est pas une option, mais le seul rempart contre le retour du chaos. À l'heure où la mobilisation générale est prolongée, le Burkina Faso doit donc tirer les leçons de ce passé récent. Face à une menace qui change sans cesse de visage, seule une vigilance de tous les instants peut préserver l'espoir d'un avenir apaisé. Quand la sécurité devient l'affaire de tous, jusqu'où peut-on aller sans tout perdre ? Au Burkina Faso, la mobilisation générale n'est plus un simple mot d'ordre, elle façonne le vécu de chaque citoyen. Fermiers, commerçants, enseignants et familles entières sont désormais partie prenante de la défense du territoire, chacun assumant sa part de responsabilité. Ce nouvel ordre exige des sacrifices quotidiens. Les séparations deviennent routinières, les contrôles se multiplient, sur les routes, dans les marchés, jusque dans les écoles. L'incertitude pèse sur chaque décision, et la menace reste tapie dans l'ombre, imposant une tension constante sur la vie économique et sociale. Prenons l'exemple d'un enseignant dans la région du Sahel. Il doit chaque matin traverser plusieurs checkpoints, montrer ses papiers, répondre aux questions des forces de sécurité. Certains jours, il n'ouvre pas la classe car les parents, inquiets, préfèrent en garder leurs enfants à la maison. Il confie : « Nous faisons tout pour que les enfants continuent d'apprendre, mais la peur est toujours là. Rien n'est gratuit. Les familles vivent dans l'attente, les commerçants redoutent de voir disparaître leur clientèle, les cultivateurs hésitent à retourner sur des terres parfois disputées. La cohésion du tissu social est testée chaque jour. Il faut apprendre à gérer la fatigue, éviter les erreurs des forces locales, maintenir la confiance entre citoyens et autorités malgré la méfiance grandissante. Pour les dirigeants, le défi n'est plus seulement de repousser le danger, mais de préserver l'unité. Comment protéger la population sans sacrifier les libertés ? Comment soutenir l'économie alors que chaque mesure de sécurité ralentit les échanges ? Le risque est colossal. Trop de pression peut conduire à l'épuisement collectif, voire à la rupture de confiance entre l'État et le peuple. Pourtant, l'autre versant de cette épreuve, c'est la possibilité de forger une identité nationale plus résiliente.
Beaucoup redécouvrent, au cœur de l'adversité, la dignité et le courage de la solidarité. Au Rwanda, après le génocide, la mobilisation civile à travers le système de Gakaka a permis aux communautés de retrouver un équilibre fragile basé sur la participation de tous. Ce genre de résilience collective est aussi l'un des paris du Burkina Faso. Transformer la contrainte en force, le défi en opportunité de solidarité. Le coût humain et social demeure élevé, mais chaque village, chaque famille mobilisée devient un maillon essentiel de la résistance. Ce nouvel ordre ne sonne pas seulement l'alarme, il porte aussi l'espoir d'une responsabilité partagée pour préserver les acquis durement obtenus et entretenir la flamme de l'avenir. Mais cette mobilisation sans relâche soulève aussi des questions. Combien de temps une société peut-elle tenir sous tension? Et quelle trace cette lutte laissera-t-elle sur la génération à venir? Imaginons le scénario d'un retour progressif à la normale. L'État commence à lever certains contrôles, les écoles rouvrent pleinement, les marchés prospèrent. Mais si la vigilance faiblit trop vite, les groupes armés peuvent profiter de ces ouvertures pour s'infiltrer de nouveau. L'histoire du Nigeria, où Boko Haram a profité de chaque relâchement pour reprendre des villes entières, montre qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation. 4 clés émergent de l'expérience burkinabé pour survivre aux tempêtes sécuritaires. Les leçons du Burkina Faso dépassent ses frontières. Elles dessinent une carte pour tous ceux qui veulent échapper à l'engrenage de la violence sans sombrer dans l'attente ou la résignation. Première leçon, ne jamais attendre un sauveur venu d'ailleurs. Face à la menace, même immense, il faut prendre son destin en main, organiser sa propre défense. Cette autonomie difficile forge une résistance durable et évite la paralysie collective. En pratique, cela signifie renforcer les comités de vigilance villageois, former les jeunes à la protection civile, créer des réseaux de communication rapides pour signaler toute activité suspecte. Le succès de la défense locale à Dori, où les habitants ont déjoué une attaque grâce à la coordination de tous, illustre la puissance de cette autonomie. Deuxième leçon, aucune victoire n'est possible sans la mobilisation de toute la société. Soldats, volontaires, éleveurs, commerçants, enseignants, chefs de quartier, tous participent à la sécurité commune, par des gestes simples, signaler un danger, surveiller une route, transmettre une information. Plus la société s'unit, plus elle devient résiliente. Un exemple concret se trouve à Fadan Gourma. Une association de femmes a lancé un système de veille nocturne. Chacune note les allées et venues inhabituelles autour de son quartier et transmet l'information aux autorités. Ce type d'initiative citoyenne a permis de prévenir plusieurs attaques. Troisième leçon, la prudence et l'humilité sont vitales. Progrès et danger avancent toujours ensemble. Une baisse des attaques dans une région ne garantit pas la paix pour l'avenir. Crier victoire trop tôt, c'est risquer la rechute. La vigilance reste la meilleure arme pour chaque avancée, chèrement acquise. Pour rester prudent, il est recommandé d'établir des plans d'évacuation, de maintenir des stocks d'urgence et de continuer à informer les communautés sur les risques, même lorsque tout semble calme. L'expérience de la Côte d'Ivoire montre que les villages ayant maintenu ces habitudes ont mieux résisté aux résurgences de violence dans les années 2010. Quatrième leçon. Au cœur de la crise, il s'agit aussi d'affirmer sa dignité et son identité nationale. Au Burkina Faso, la mobilisation a rappelé que la survie du pays dépend de l'unité et du respect de tous. C'est dans cette dignité partagée que se trouve la force de traverser l'épreuve et de reconstruire un avenir. Des cérémonies de résilience, des commémorations collectives et la valorisation des langues et traditions locales renforcent ce sentiment d'appartenance. À Waïgouya, une journée de solidarité est organisée chaque mois pour soutenir les familles déplacées, rappelant à tous que la dignité nationale naît de la fraternité quotidienne. Ces 4 principes ne sont pas réservés au Burkina Faso. Partout en Afrique où la violence menace, ils peuvent inspirer des peuples entiers à refuser la fatalité et à se lever ensemble pour défendre leurs terres et leur honneur. Mais ignorer ces leçons, c'est risquer l'impuissance et l'emprise sans fin des groupes armés. Pourtant, même armés de ces principes, le chemin reste semé d'embûches. Comment maintenir l'élan sans s'épuiser ou se diviser? Des solutions existent. Des périodes de repos pour les volontaires, des campagnes de soutien psychologique pour les familles, des formations continues à la gestion du stress et à la médiation sociale peuvent limiter l'usure. L'État peut encourager la création de cellules d'écoute dans chaque commune, comme cela a été fait dans certaines régions du Sénégal lors de la crise casamançaise. Le véritable combat ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. Il prend racine dans les esprits, dans la capacité de chaque citoyenne et chaque citoyen à résister à la peur et à l'incertitude qui changent sans cesse de visage.
La mobilisation dont il est question ici dépasse largement les armes ou les uniformes. Elle concerne tous ceux qui refusent de laisser l'angoisse dicter leur vie. Le renouvellement de l'ordre de mobilisation générale et d'alerte nationale n'est ni un réflexe de prudence excessive, ni une simple formalité. C'est un acte lucide, presque douloureux, qui reconnaît que la menace, elle, n'a pas désarmé. Penser que quelques semaines de répit effacent des années d'insécurité serait une erreur fatale. Le retour à la normale ne se décrète pas, surtout quand la vie de millions de personnes demeure vulnérable. Tourner la page trop vite, c'est trahir les sacrifices de celles et ceux qui, chaque jour, défendent le peu de stabilité arraché au chaos. Fermer les yeux, parce qu'une partie du pays semble apaisée, ouvrirait la porte à de nouvelles attaques, ruinant des années d'efforts collectifs. La moindre faille, le plus petit relâchement, peut suffire à tout faire basculer à nouveau dans la violence. La responsabilité est désormais partagée. La vigilance collective ne doit pas être vue comme une contrainte, mais comme une preuve de maturité et d'espoir pour l'avenir. Chacun a un rôle: relayer l'information, protéger ses proches, soutenir les jeunes envoyés au front, ou simplement respecter les consignes pour préserver la communauté. Ce choix n'appartient pas seulement à l'État, mais à toute une société qui refuse de sacrifier l'avenir de ses enfants à la peur. La dignité nationale, la cohésion sociale et le développement économique sont en jeu. Un relâchement prématuré pourrait coûter la vie à des innocents et repousser la sortie de ce cauchemar collectif. Accepter une mobilisation prolongée, c'est défendre l'avenir commun. C'est affirmer que la paix n'est pas une illusion, mais un objectif atteignable avec patience, solidarité et courage. Le Burkina Faso trace une route difficile, mais exemplaire pour tout pays confronté à la crise. Chacun doit s'interroger sur sa part de responsabilité, ici et maintenant. En fin de compte, la véritable victoire ne se mesure pas seulement sur le champ de bataille. Elle se juge à la capacité d'un peuple à rester debout, uni et à garder la maîtrise de son destin. Ainsi, en renouvelant la mobilisation générale, le Burkina Faso choisit de ne pas céder à la facilité. Il maintient la garde haute, protège les plus vulnérables et donne à chaque Burkinabé, où qu'il soit, la possibilité de se sentir acteur de la paix à venir. L'histoire, ici comme ailleurs, récompense rarement ceux qui abandonnent trop tôt. Pour chaque citoyen, il existe des gestes simples à adopter. Participer aux réunions de quartier, transmettre les informations importantes, soutenir les initiatives collectives, encourager les jeunes à s'engager pour la communauté. Ce sont ces petits actes, multipliés par des milliers de familles, qui forment le vrai rempart contre la peur et la violence. Il faut aussi penser à demain. Préparer la jeunesse à la paix, investir dans l'éducation civique, promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle. Les écoles peuvent devenir des lieux de résilience, où l'on apprend non seulement à lire ou à écrire, mais aussi à se soutenir les uns les autres face à l'adversité. Le Burkina Faso ne se contente pas de survivre. Il invente chaque jour de nouvelles façons de résister et d'espérer. Et si ce pays parvient à traverser la tempête, ce sera parce que ses citoyens, malgré la fatigue, auront choisi l'union plutôt que la résignation, la vigilance plutôt que l'illusion du repos prématuré. La question initiale, pourquoi maintenir la mobilisation alors que la sécurité semble progresser, trouve ici sa réponse la plus profonde, parce que la paix véritable n'est jamais acquise, mais se construit jour après jour, collectivement, dans la lucidité et l'effort partagé. C'est ainsi que le Burkina Faso, soutenu par la force discrète de millions de gestes quotidiens, trace le chemin vers l'apaisement et donne une leçon de courage à tous ceux qui,